cette dernière soirée de l'année a pour thème « Que faut-il retenir de Maurras ?» Il ne faut pas oublier que c'est le 150e anniversaire de sa naissance. Il est né le 20 avril 1868 à Martigues. Et c'est un personnage important à plus d'un titre, au point de vue littéraire, philosophique, politique. Et naïvement, il était mentionné dans le livre des commémorations nationales, et il a fallu que quelques gauchistes agités protestent pour qu'il soit immédiatement rayé. Ce qu'il faut retenir, mais c'est un épiphénomène, que la plupart des membres de ce comité ont démissionné, ont protesté, entre autres M. Jeannet, qu'on ne peut pas taxer de royalisme, c'est un bon républicain qui a célébré avec grande pompe les événements de la Révolution dite française. Mais de quoi il s'agit? De nos libertés. Pour le 150e anniversaire de la naissance de Maurras, il n'y a eu que 2 publications. Là aussi, réfléchissez sur ce que vous représentez. Pas grand-chose, malheureusement. Vous avez une anthologie qui a été publiée dans la collection bouquins par Lafon, l'édition Lafon, et je vous la conseille, et un livre collectif avec plusieurs regards, aussi bien de maurassiens, de légitimistes ou de théologiens sur Maurras. Donc je vous conseille de prendre, et vous pouvez aller soit à la librairie française, soit par internet, les œuvres de Maurras par Lafon, ou alors Regard avec un S sur Maurras. Donc le personnage né à Martigues, à 6 ans il perd son père. Première rupture. Et la famille quitte Martigues pour s'installer à Aix-en-Provence, où il passera toute sa jeunesse. Ses études se dérouleront dans un collège tenu par des prêtres. Entre autres, il sera marqué par l'un d'eux, qui le suivra toute sa vie, l'abbé Penon, qui deviendra plus tard évêque d'Autun. Adolescent, une terrible épreuve, il devient sourd. Et ça coïncide avec une perte de la foi. Il devient sourd et cette infirmité lui fait renoncer à sa vocation de devenir officier de marine. Et bien sûr, étant infirme, il ne peut pas fréquenter l'université. Sur les conseils de l'abbé de Penon, il monte à Paris, il fréquente des salons littéraires, et c'est une période un peu anarchique. Il lit un peu de tout, Schopenhauer, Kant, ainsi de suite. Il fréquente différents salons, et commence déjà une réflexion politique, déjà à cette époque-là. Et à cette époque, il faut bien le retenir, il est républicain. Il considère déjà la nation comme le rempart de la civilisation, un peu comme autrefois l'Empire romain, les limes écartaient loin les barbares, ou la chrétienté médiévale. Il faut retenir tout de suite une distinction. Le nationalisme de Maurras, ou le nationalisme à la française, comme dirait Jean Madiran, qui était un de ses disciples, a même été son secrétaire, est un nationalisme particulier. Il dira, entre autres, et je vous cite une de ses phrases, « Ne faisons pas de la nation un absolu métaphysique, un dieu. » On voit déjà que ce n'est pas du tout le nationalisme allemand. « Nous observons seulement que la nation occupe le sommet de la hiérarchie des idées politiques et passe avant les groupes. » Cette option nationaliste, il la doit entre autres à Barrès, qui
à l'époque, non seulement est son ami, mais son maître. Ce nationalisme n'exclut pas une communauté des nations. Donc le nationalisme français n'a rien à voir, je le répète, avec le nationalisme allemand. Et quand on voit un Macron qui est quasiment illettré dans ces questions, qu'il dit que le nationalisme, c'est la guerre, répétant comme un perroquet Mitterrand, alors que lui, Mitterrand, savait de quoi il s'agissait. Voilà ce qu'il écrit dans le soliloque du prisonnier. Je souhaite l'émergence d'une union des peuples latins. Pour quelle raison? Donc Italie, Espagne, France, que sais-je. Tout simplement parce que cette union politique serait fondée sur des réalités concrètes et non pas sur des abstractions ou sur le volontarisme. Son entrée en politique, il ne faut pas l'oublier, se déroule au moment de l'affaire Dreyfus. Il faut bien mettre dans le contexte de l'époque. Et son nationalisme, à la suite d'un raisonnement, va le conduire à la nécessité d'une restauration monarchique qu'il appellera le nationalisme intégral. Comment cela se passe? Il est journaliste, il est envoyé par la Gazette de France en 1896 couvrir les premiers Jeux olympiques à Athènes, restaurés par M. de Coubertin. Et ce sera la matière d'un de ses premiers livres qui sera publié en 1901, Antinéa. De retour en France, il va provoquer des entretiens, des colloques, des discussions, des controverses. Et ça va être la matière de ce qui deviendra l'enquête sur la monarchie, qui est son livre, un de ses livres majeurs sur le plan politique. D'ailleurs, dans les manuels d'auteurs politiques, de sciences politiques, Jacques Chevalier le cite abondamment. Qu'est-ce qu'il fait? Il part en Belgique interroger deux royalistes exilés, car la République sait bien se défendre. Donc deux Français qui sont exilés, André Buffet et le comte Lure Salus. Il les interroge et la discussion convainc Maurras. On peut dire que, d'ailleurs c'est dans le texte de l'enquête sur la monarchie, que ces deux orléanistes n'ont rien de l'idéologie de Louis-Philippe. Ça n'a rien de libéral, bien au contraire. Et immédiatement, Maurras pose la question suivante: oui ou non la monarchie traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire, décentralisée? Donc ce sont les 4 mots que lui ont fourni en quelque sorte ces deux monarchistes, est-elle aujourd'hui de salut public? Alors il faut savoir que cette génération a connu l'humiliation de la défaite de 1870 et l'occupation de l'Alsace-Lorraine. Cette première partie va constituer les premiers chapitres du livre de l'enquête sur la monarchie. Et il va envoyer ce questionnaire, cette monarchie de type anti-parlementaire, ainsi de suite, décentralisée, est-elle de salut public? Et il va envoyer ça à tous les grands hommes de plume du temps. Et par extraordinaire, à peu près tous vont devenir monarchistes, entre autres le grand écrivain catholique Paul Bourget, sauf Barrès, qui reste sourd à la musique de Maurras. Et déjà, ces deux premières parties du livre est un succès en librairie. À ces deux parties, Maurras ajoute une troisième, comment faire la monarchie, et le coup de force
est-il possible? Et à partir de cette date, Maurras, de toutes ses forces, va lutter pour diffuser son royalisme, je dirais presque son néo-royalisme, et je dirai plus tard pourquoi. Ainsi, un groupe de républicains nationalistes, qui s'appelait à l'époque le Comité d'Action Française, fondé par Vaugeois en 1899, se rallie à Maurras. Et le journal Action Française, qui était un mensuel, devient en 1908 un quotidien. Et à ce propos, commentaire les noms de Léon Daudet, de Jacques Bainville, de Massis, de Brasial, de Caxod, de Thierry Monnier, de Déon. Et une toute petite parenthèse, il n'y a pas réellement d'école d'action française. Un Daudet, par exemple, pourrait être l'ami de Proust et faire des commentaires très élogieux. Bref, les talents littéraires que Maurras a su agréger à son combat lui assurent une véritable audience bien au-delà des cercles restés monarchistes. Et dans les milieux catholiques, fait regagner l'audience de ses idées, audience qui avait quasiment disparu du fait du ralliement à la République opéré par Léon XIII. Alors là, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais je vous signale deux livres qui sont indispensables de lire. Le livre d'une part du professeur Mattei, et je ne demande pas qu'on m'approuve, et de Prévost sur le ralliement. Et il faut voir que sur le combat religieux, parce que faut-il retenir de Maurras? Je ne fais pas un cours de littérature ici. J'essaye de voir dans nos grands hommes qu'est-ce qu'il y a d'utile pour nos combats de demain. Le ralliement, ça a permis à toutes sortes d'oiseaux bizarres. Je peux penser à l'abbé Lemire, je peux penser à Ozanam, démocrate crétin, ainsi de suite. Oui, excusez-moi, démocrate chrétien, c'est à peu près pareil, dont le slogan était de passer aux barbares. Et on voit très bien que toute la génération, tout le mouvement ultramontain initié par Don Guéranger, Monseigneur Pi, Monseigneur Frépel, a été marginalisé au temps de Léon XIII. Bref. Donc pendant un certain temps, l'Action française jouira non seulement d'une audience, mais d'un véritable accord avec les milieux catholiques de tradition. On peut penser au canal Villot, au père Garrigou-Lagrange. Ça ne veut pas dire que tous ces gens avaient lu Maurras, mais ils se retrouvaient sur l'essentiel. Et il faut savoir que bien vite, après un pamphlet rédigé par un avocaillon belge, Passelec, le cardinal Andrieux, sur l'ordre de Pie XI, fera une adresse aux catholiques, les mettant en garde, soi-disant, contre le paganisme de l'Action française. Et ce sera la condamnation de 26, qui ne sera levée qu'en 39 par Pie XII. Il faut savoir que lors de la condamnation en 26, Maurras répondra par le non possumus. Non pas, vous voyez, comme Satan non serviam, mais je ne peux pas. Il distingue bien le politique du religieux. Mais je n'ai pas le temps d'évoquer cet aspect. Maurras a composé une quantité d'ouvrages, d'articles, de brochures, de plaquettes. Et ses disciples y ont trouvé matière pour composer, sous le nom de Maurras, mais ce n'est pas lui qui l'a fait, le dictionnaire politique et critique. Ça fait en gros une quinzaine de volumes.
Les œuvres majeures, outre l'enquête sur la monarchie, il convient de retenir pour nos combats d'aujourd'hui sa critique de la démocratie chrétienne, donc de Marc Sagnier, du Sillon, et quand on pense qu'une certaine personne a été mise au Panthéon, elle appartenait au groupe démocrate chrétien. Voilà, et j'en dirai pas plus. Donc il faut lire Le dilemme de Marc Sagnier et La démocratie religieuse. Et où on montre que ces gens qui ont lu l'évangile, mais un évangile devenu fou, leur liberté, égalité, fraternité, sont des vérités qui viennent de l'évangile, mais devenues folles parce que coupées du tronc. Et Maurras reprochait Marc Sagnier, mais il aurait pu le dire à un certain François aujourd'hui. Dieu est certes amour, mais tout amour n'est pas Dieu. Il convient de retenir aussi la politique naturelle qui sert de préface à ces idées politiques, où il montre que l'homme, dès qu'il commence à exister, est un héritier. Et c'est le combat contre l'égalitarisme moderne. Donc je disais qu'il a écrit une œuvre énorme, monumentale, mais on y discerne une véritable unité. Et certaines pierres sont utiles pour nos combats d'aujourd'hui. Certes, Maurras n'a pas élaboré un système. Et d'ailleurs, Pierre Gaxotte, dans la réédition dans les années 60, je crois, de Mes idées politiques, dira que Maurras a toujours refusé de s'enfermer dans un système. Ah, il n'a pas de système. Qu'a-t-il donc alors? Une méthode d'analyse. Retenez bien ça. Il n'y a pas de système maurassien. Il y a une méthode. Qui combat-il? Les libéraux, les révolutionnaires. Au nom de la raison, les philosophes des Lumières et la Révolution a prétendu faire table rase du passé. Et déjà au XIXe siècle, donc avant Maurras, certains auteurs, en dehors des tenants de la tradition, qui vont lutter contre la Révolution au nom de la foi et de la tradition, d'autres vont contester l'œuvre de la Révolution. Et on peut citer quelques noms qui ont marqué d'ailleurs Maurras. Frédéric Leplay, qui est un catholique, qui est plutôt un sociologue, des nombreuses monographies, qui a beaucoup marqué l'œuvre réformatrice dans le bon sens du terme de Napoléon III, et c'est un des précurseurs de la doctrine sociale de l'Église. Donc, grâce à ses enquêtes sur le terrain, il se livre à une critique en règle de la pensée moderne et libérale. Ensuite, il faut y ajouter Auguste Comte. Eh oui, fondateur du positivisme. Alors, qu'est-ce qui a pu séduire Maurras dans Auguste Comte? Tout simplement que Comte, dans ses écrits, montre qu'une des caractéristiques de la pensée moderne, c'est l'individualisme, qui n'est que le prolongement de la pensée luthérienne, n'en déplaise à un certain journaliste qui écrit beaucoup plus qu'il ne faudrait, et de la philosophie du XVIIIe siècle, et que ces deux points mènent au délitement social ou au chaos. Enfin, des historiens comme Taine, dans son immense œuvre « Les origines de la France contemporaine », constatent que la Révolution et Napoléon ont eu tort de mépriser le passé, de l'abattre, de ne pas tenir compte de l'expérience historique et que par là, ils ont engendré un système oppressif. Alors, toutes ces analyses ont été confirmées et amplifiées
entre autres par les travaux de Xavier Martin que vous pouvez trouver aux éditions DDM. Enfin, l'historien Fustel de Coulanges, qui n'a pas écrit que la cité antique, qui a écrit aussi sur les institutions d'Ancien Régime, Fustel de Coulanges fustige une des caractéristiques du français moderne, à qui on a appris à détester son passé, son histoire. Enfin, le quatrième auteur qu'il faut retenir, qu'il faut connaître pour comprendre Maurras, c'est Renan, qui est orléaniste, bien sûr très éloigné de la foi catholique, sauf sa pauvre et sainte sœur. Renan, entre autres dans son livre « La réforme intellectuelle et morale », voit dans la démocratie la cause de la défaite devant les troupes allemandes en 1870. Et dans ce livre, il brosse un tableau de la réforme du pays pour une véritable renaissance. Et cette renaissance inclut une restauration monarchique. Maurras, comme la plupart de ses auteurs, condamne la démocratie au nom de la science, retenez bien le mot, et non pas, comme les auteurs légitimistes ou les catholiques ultramontains, au nom de la foi et de la tradition. La politique, pour lui, a des lois qu'on peut connaître, et Maurras pose un postulat, l'existence de lois naturelles inflexibles. C'est ce qu'il appellera la physique sociale. En fait, je n'ai pas le temps de le développer, c'est tout simplement la méthode aristotélicienne. Et c'est pour ça que de nombreux théologiens ont pu suivre Maurras. Et il est bon de se rappeler qu'il y a eu des moines de Solesmes qui ont tenu à l'Action française la chaire du syllabus, entre autres Dombès. Voilà ce qu'il écrit dans Mes idées politiques. L'examen des faits sociaux naturels et l'analyse de l'histoire politique conduisent à un certain nombre de vérités certaines. Le passé les établit, la psychologie les explique, le cours ultérieur des événements le confirme. Bref, c'est une méthode logique, empirique, et non pas, retenez bien le mot, idéologique. Il constate des faits, il en tire des conséquences, et ces conséquences sont le fruit de l'induction. Cette méthode avait été utilisée un petit peu avant lui, entre autres par Sainte-Beuve, dans sa critique du romantisme. Alors ça, je ne rentre pas trop dans la querelle de Maurras sur les romantiques. Il a une part de raison, une part tort, ce serait trop long. Donc cette méthode a été utilisée déjà par Sainte-Beuve, et c'est ce que Maurras appellera l'empirisme organisateur, qui cherche à dégager de l'histoire des règles d'existence d'un pays. Et c'est tout simplement la méthode aristotélicienne. Et on voit tout de suite la différence de cette méthode avec les systèmes démocratiques, qui sont fondés sur deux choses, l'utopie ou le volontarisme. Et j'y reviendrai plus tard. Maurras croit encore à une nature humaine stable à travers les temps. Il n'y a même pas 10 jours, un personnage était interrogé à la télévision, et on lui dit « Monsieur », et il répond « Mais qui vous permet de m'appeler monsieur? Je suis peut-être une dame ou une demoiselle ou un transgenre, c'est ma fantaisie ». Mais ça, c'est l'illustration parfaite du volontarisme moderne. Bien sûr, Maurras a été marqué, s'il vous plaît,
par l'esprit scientifique. Et on lui a reproché, du moins certaines grenouilles de bénitier en mal de coup fourré, d'être immorales. Maurras, bien sûr, refuse de confondre deux ordres, le politique et le moral. Pourquoi? Distinction des ordres, et vous l'avez déjà dans saint Thomas d'Aquin. Et s'il appelle l'Église catholique le temple des définitions du devoir, il n'a jamais enseigné que l'État ne doit pas tenir compte des règles de la morale, mais que l'État, dans sa politique, doit tenir compte de ce qu'il appelle la physique sociale, qui ne le libère pas du diktat de la morale, de la conscience. Et aujourd'hui, on comprend mieux la polémique de Maurras sur ce sujet. On voit les dérives d'un certain moralisme, ou certaines dérives moralisatrices au sens laïque du terme, des guerres humanitaires, le vivre ensemble, le multiculturalisme, qu'on cherche à imposer à un peuple. Et cela montre bien, il suffit de voir le réveil des populismes, qu'on ne peut pas mépriser la physique sociale. Grâce à cette méthode, l'empirisme organisateur, il va construire une démonstration, élaborer une démonstration qui mène à la nécessité de la restauration monarchique. Voilà ce qu'il dira dans l'enquête. La volonté de conserver notre patrie, une fois posée comme postulat, tout s'enchaîne. Tout se déduit d'un mouvement inéluctable. Si vous êtes résolu à être patriote, vous serez royaliste. Si vous êtes conduit à la monarchie, vous n'êtes pas libre d'abdiquer vers le libéralisme ou la démocratie. L'application de ces principes l'a mené, bien sûr, à condamner les principes fondamentaux de 89. Et par là même s'il n'est pas historien, à défendre l'Ancien Régime. Au départ de sa réflexion politique, qu'est-ce qu'il fait? Comme Renan, comme les autres auteurs que je vous ai cités, il constate la décadence du pays. Son affaiblissement, l'occupation étrangère. Et pour lui, cela résulte d'un mauvais régime, la démocratie, qui pour Maurras, et je reviendrai plus tard, n'est qu'une oligarchie camouflée, déguisée, et ce qu'il appellera, et je dis ça en passant, les 4 États confédérés. Alors, sur les gens qui s'intéressent à cette question, je les renvoie aux études de Boudelomini sur les dynasties bourgeoises. À partir de ce constat de la décadence française, il remonte aux causes. Libéralisme, démocratie, idées d'origine étrangère, anglo-saxonne. Idées qui s'expriment parfaitement bien dans la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. En opposition à l'individualisme moderne, il considère que la liberté ne peut être un absolu. L'intérêt national ou l'intérêt du groupe ou de la prime doit primer. Voilà ce qu'il dira de notre belle aujourd'hui. La liberté, ce faux Dieu fait bien rire. La liberté n'est ni un Dieu, ni un principe, ni une fin. La liberté de qui? De quoi? Pas celle de l'assassin,
pas celle du brillant. Bref, selon la philosophie traditionnelle, la liberté ne saurait être un absolu. Et voilà ce qu'il écrira dans De Démos à César. Les libertés qui secondent l'essor national sont à favoriser. Les libertés qui n'y s'y opposent pas sont à respecter. Les libertés qui risquent de le contredire sont à surveiller. Les libertés qui le contredisent sont à réfréner. Cette condamnation du libéralisme politique s'étend, bien sûr, à l'économie, bien que Maurras n'ait qu'à peine effleuré le sujet. Et il est plutôt, sur ces questions, tributaire de penseurs légitimistes, et je pense en particulier, et aussi, un livre qu'il faut absolument lire, Vers un ordre social chrétien, de Latour du Pin. Après s'en être pris à la liberté, venons-en à l'égalité. L'égalité, Maurras le constate, n'est qu'une exception. La nature hiérarchise toujours. Les parents ont la responsabilité, donc l'autorité sur leurs enfants. Faire de l'égalité une règle entre parents, enfants, professeurs, élèves, que sais-je, dirigeants, dirigés, gouvernants, gouvernés, c'est faire fi de l'ordre social et de la nature même des choses. Et bien sûr, Maurras va braquer toutes ces flèches contre la démocratie. Et une phrase qui revient souvent sous sa plume, c'est « La démocratie, c'est le mal, la démocratie, c'est la mort ». Pourquoi ? C'est un régime qui gaspille les fruits de l'héritage des siècles passés. Et il le montre parfaitement en analysant le cas d'Athènes. Et je fais ici une toute petite parenthèse. Vous avez eu ici une conférence sur les fondements de la démocratie moderne par Maxence Écart. Relisez son livre, c'est fondamental. L'égalitarisme qu'il critique est au cœur du système démocratique. Dans la politique naturelle, dans l'inégalité protectrice, ce sont des plus petits opuscules. Bien sûr, il fustige, il condamne ces revendications modernes et montre que l'inégalité est protectrice. Et pour nous le faire saisir, il a recours, comme les anciens, comme Platon, comme Socrate, à un apologue. Le petit poussin, lorsqu'il brise sa coquille, peu de choses lui manquent pour crier « Je suis libre, je suis libre ». Mais le petit homme, il lui manque tout. Avant de courir, il doit être instruit de ses premiers pas, de ses premiers mots, il doit être gardé des risques mortels qui l'entourent. Et le peu d'instinct qu'il a est impuissant à lui procurer les soins nécessaires pour assurer sa survie. Bref, l'inégalité est inscrite dans la nature. Et de plus, elle est bénéfique. La conséquence du slogan moderne de l'égalité, c'est quoi? Le suffrage universel et le mythe de la volonté générale qui, soi-disant, est l'oracle infaillible du peuple. Mais si le peuple pense mal, les penseurs modernes disent il faut changer de peuple. Donc on est rassuré. Et ça, c'est l'enseignement de Rousseau. Hein, le peuple a un instinct infaillible. Maurras montre en fait que les peuples sont façonnés par la presse
dans la main des banques. Ainsi condamne-t-il le système des partis et le parlementarisme. Sur cette question très précise, il faudrait une conférence à elle seule. Relisez un tout petit opuscule de Simone Veil, rédigé à Londres, où elle écrit « Il faut supprimer les partis politiques ». Que remarque Maurras? Et c'est une citation de mes idées politiques. Honnêtes, ils songent au bien de leur parti. Malhonnêtes, à remplir leur poche. La France n'est pas un parti. Et rappelez-vous ce que disait ici un de mes amis, l'ancien adjoint de Manuel Valls, les pilleurs d'État. C'est inscrit dans les gènes du système. Après la liberté, l'égalité démocratique, il dénonce la fraternité humanitaire. On est frères, mais il n'y a plus de père, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette fraternité? C'est un amour désordonné ou une charité dévoyée pour le lointain. Et en même temps, et toujours, un mépris pour le prochain. Alors on peut penser à un certain personnage, j'en dirai pas plus. Maurras, qui souhaite de ses voeux un système capable de défendre les intérêts de notre pays, gage de la transmission de la civilisation, d'où sa critique du parlementarisme. Et on peut dire que son analyse est juste. Aujourd'hui, même si le régime de 58, ou De Gaulle, qui a été, quoi qu'en disent certains, marqué par Maurras, assure une certaine stabilité, mais les luttes électorales persistent, et d'autres mots, le fonctionnarisme, l'étatisme, les prébendes préélectorales et les plébiscites. Pour Maurras, à la suite de ses analyses, il le redit à de nombreuses reprises, la démocratie c'est le mal, auquel il oppose le nationalisme intégral réalisé pour lui dans la royauté. Maurras semble indifférent à la monarchie de droit divin. Il ne lit pas l'histoire, et je paraphrase ici une phrase de cet infâme François Mauriac, avec les lunettes de Bossuet. Par contre, il considère que seule la royauté est un régime conforme, non pas à la Suisse, mais à la France, à cette personnalité nationale, à son histoire. Et pour lui, elle doit être, conformément à ce que lui a appris, au fond, ces deux Français exilés, elle doit être traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire et décentralisée. Traditionnelle, c'est-à-dire conforme à la monarchie, à son apogée. Alors, c'est peut-être une des faiblesses de Maurras, on le verra plus tard. Il a été fasciné, entre autres, par Louis XIV. Et il y a un petit opuscule qu'il a écrit en 1935, La grandeur de la France. Et conformément, au fond, aux traditions anciennes, il se méfie des constitutions. Ensuite, cette monarchie doit être héréditaire, c'est-à-dire conforme à cette tradition nationale française. C'est un mode de désignation du gouvernant, du magistrat suprême, qui le soustrait aux rivalités électorales. Et dans de nombreux livres, il va critiquer, par exemple, le Saint-Empire germanique, où la couronne était élective, ou celle de Pologne. Et là aussi, si on regarde aujourd'hui, la Ve République n'est qu'un avatar de ce que voulait Maurras.
enfin anti-parlementaire, c'est-à-dire Maurras, et c'est surprenant parce qu'il est resté orléaniste, hostile à la monarchie de Juillet. Il préconise un gouvernement stable, préoccupé uniquement de l'intérêt national, indépendant des factions. Alors certes, il admet, parce que tout pouvoir a des contre-pouvoirs, des conseils provinciaux, mais il ne précise pas son projet. Est-ce les parlements de l'ancienne France? L'État envisagé aurait plutôt, si on met bout à bout certains textes, une forme corporative. Enfin, il la souhaite décentraliser. De sa jeunesse provençale, il se rappelle que Martigues était une république sous l'Ancien Régime. Donc Maurras se déclare favorable à une vraie décentralisation et il montre très bien que le système républicain ne peut que déconcentrer le pouvoir mais est incapable de décentraliser. Par contre, la critique qu'on pourrait lui faire, c'est que la monarchie moderne, à partir de Louis XIV, avec les conseils du roi, le contrôleur général des finances, les intendants dans les provinces, vont limiter les particularismes locaux. Le modèle politique conçu par Maurras n'a jamais été appliqué. Jamais. Par contre, des expériences politiques ont puisé dans ses œuvres quelques principes. Et on peut retenir, entre autres, l'œuvre de Salazar au Portugal. Alors il faut savoir, je n'ai pas eu le temps de développer ici, qu'au Canada, dans le Canada français, il y a eu une action française qui avait le même nom, qui ne souhaitait pas forcément une restauration monarchique, mais avait les mêmes principes. Et lors de la condamnation par Pie XI, ils ont changé de nom. Et bien sûr, il y a eu les démocrates chrétiens qui ont pris le pouvoir dans les universités catholiques. Et 40 ans, 50 ans après, ça donnait ce qu'on voit aujourd'hui au Canada. Que reste-t-il de l'œuvre de Maurras? Ou plutôt, en dehors de ses qualités littéraires indéniables, que pouvons-nous y puiser pour notre aujourd'hui? Je ne dirais pas notre bel aujourd'hui, ça c'était le titre d'une des œuvres de Maurras. Plusieurs choses. D'abord, la défense de la nation. Elle était nécessaire de son temps pour lutter contre les forces de désagrégation à l'œuvre au début du XIXe siècle. Et Maurras disait, à quoi bon faire un roi, ramener l'héritier, si l'héritage a disparu? Et c'est peut-être ce qui nous guette aujourd'hui. Mais de nos jours encore, la nation est le cadre naturel pour défendre notre identité française et chrétienne. Deuxième point qu'on peut retenir de Maurras, la critique de l'œuvre de la Révolution, de la démocratie, de la réforme. Alors sur la réforme, très important puisque on fête, même avec les honneurs de la République, les ordres de la République, mais remarquez, c'est normal, ils font partie des États confédérés. Un petit livre de Maritain, à l'époque où il était vraiment de foi intègre. Les trois réformateurs, où il montre la nocivité de Descartes, Rousseau et bien sûr de Luther. Donc qu'est-ce que Maurras a à nous apporter aujourd'hui? Critique de la démocratie, critique de la réforme, de l'esprit de la réforme, critique de l'esprit démocrate chrétien, le sillon. Sur tous ces points, Maurras, en fait,
ne fait que reprendre le vieux son contre-révolutionnaire. Mestre, Bonald, La Tour du Pin, Monseigneur Ségur, Monseigneur Pie, Frépel. Et il ajoute une petite touche personnelle, les 4 États confédérés qu'il appelle l'anti-France. De même, son idée de physique sociale est utile à notre époque, en nos temps de confusion, où la science politique est altérée, mêlée de moralisme laïque. Quant aux politiques d'abord, que beaucoup d'admitrés ont pu reprocher à Maurras, que d'équivoques, que de confusion autour de ces mots. On peut soutenir que le culturel ou le religieux passe avant. Pourquoi pas? Mais ces combats ont aussi un caractère politique. Et je vous invite à regarder sur notre site le serment du canal Sarrat à Chartres. Il y a plusieurs lectures possibles. Et en complément de ce point très précis, je vous invite à lire Demain la chrétienté de Don Gérard. Politique d'abord. Il ne s'agit pas pour Maurras d'une hiérarchie d'importance, mais d'une priorité. Vous pouvez être catholique dans votre chambre, crier vive le roi, n'importe quoi, ça mange pas de pain, ça ne fait pas une société. Par contre, certains aspects de la pensée maurassienne demandent un réexamen ou une critique. D'abord, les historiens du droit ont montré que les prétentions des Orléans, si tant est que demain il y ait une restauration, sont pour le moins contestables. Et je renvoie aux travaux de Guy Auger ou de Rials. Le positivisme de Comte, bon, ça fait son temps, c'était utile pour sortir des brumes du romantisme. Les excès de polémique, c'est une marque de l'époque. De même, l'anti-germanisme peut paraître aujourd'hui un peu exagéré. Pour Maurras, le mauvais génie de l'Allemagne, c'est Luther, Kant, Hitler. Mais l'affrontement frontal entre la France et l'Allemagne semble aujourd'hui révolu. Par contre, le poids de l'économie allemande pèse sur l'indépendance nationale. Bref, l'argumentation est à renouveler, à revoir. De même, sa conception de la monarchie, elle peut paraître sur certains points discutable. Il a convaincu, et c'est tant mieux, les monarchistes de son temps d'abandonner le parlementarisme tout en refusant l'homme providentiel. Mais on a pu reprocher, et je pense à bon droit, à Maurras de donner une certaine couleur césarienne à l'institution. Bref, Maurras doit être confronté aux autres auteurs, aux autres maîtres de la contre-révolution. Bossuet, Bonald, Mestre. Dans ma conclusion, je vais être très bref. La République des lettres, au siècle précédent, eurent 2 personnages qui ont marqué leur temps et les esprits. Maurras et Sartre. Maurras, aujourd'hui, est victime, ce qu'auraient dit les Romains, d'une damnatio memoriae. Il est rejeté aux oubliettes de l'histoire. Certes, bien de ces pages ont vieilli, ou sont difficilement illisibles, par manque de culture. Les gens n'ont plus une culture gréco-latine.
Mais l'essentiel de son effort, de sa réflexion, est de nous faire saisir l'essence de la modernité, sa logique. Et c'est tout l'esprit d'une époque qu'il dissèque. La Révolution, comme pour Clémenceau, est un bloc dont l'âme est la bête, qui a pour nom le libéralisme, défendu par les 4 cavaliers, dont je parle un peu comme l'Apocalypse, l'or, c'est-à-dire la finance, l'individualisme, l'anticléricalisme, le cosmopolitisme, ça c'est les mots de Maurras, aujourd'hui on dirait le mondialisme. Cet apocalypse nous menace et se développe sur les ruines de nos libertés, de l'intelligence, des nations et de l'Église. Ce système dénoncé par Maurras mène au chaos. Et je vous invite à lire un dernier livre, tout à fait dans l'esprit de Maurras, commandé par Don Gérard, une civilisation blessée au cœur, par Jean Madiran. Et tout ça, vous pouvez le trouver à la librairie française. Ce système mène, je le disais, au chaos. Et qu'aujourd'hui, la démocratie libérale, célèbre, fête, 68, prouve bien que Maurras avait vu juste. Alors, éventuellement, 2 ou 3 questions, pas plus, parce que j'ai encore beaucoup de travail. C'était beau. Oui, disons que j'ai une question qui m'interpelle depuis fort longtemps, c'est que le courant nationaliste en France, d'ailleurs, se réfère à d'autres nationalistes dans tous les pays européens, mais qui ne détermine pas un projet de société. Donc c'est l'auberge espagnole, il y a tout là-dedans, mais finalement c'est pas très constructif. Enfin, c'est en même temps une question. Alors, quelle est la question exacte? La question, est-ce que c'est pas un peu dépassé de dire la nation, ce que vous avez dit tout à l'heure, la nation c'est le fondement de la société. C'est le cadre naturel d'une société, d'une civilisation. Aujourd'hui, bien sûr, elle est blessée à mort. Il ne s'agit pas d'un nationalisme, vous voyez, exagéré, mais il s'agit de notre survie en tant que peuple. Et ça, vous ne pouvez pas y échapper. De même, aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes catholique, protestant, orthodoxe, peu importe. C'est votre choix. Mais ça n'a aucune implication, conséquence sociale. Comme vous êtes membre d'un club de tir ou de bridge, exactement pareil. Donc tant qu'il n'y aura pas une restauration, au moins d'abord par des groupes intermédiaires, des cellules de base, ce sera le chaos. Voilà. Autre question? Qu'est-ce qui a amené Maurras à surgir en Orléans? Comment? Qu'est-ce qui a amené Maurras à surgir des Orléans? Tout simplement, il faut connaître un peu l'histoire de l'époque. Le ralliement. Qu'est-ce que font les monarchistes du temps, les légitimistes? Mais ils se retirent sur leur terre. Vous n'avez qu'à relire, par exemple, La Varande, qui est un peu l'écho de cette génération qui l'a précédée. Et qu'est-ce qui restait sur le champ politique? Que les bonapartistes, les orléanistes, et bien sûr les républicains des différentes tendances. Maurras n'est pas un idéologue, il est allé au plus pressé. Voilà. Il n'a pas étudié la question. Oui.
l'inégalité est inscrite dans la nature Oui. et le plus, elle est bénéfique. Oui. Alors j'aurais voulu savoir si où exactement Maurras pense cela, et ma question précise, c'est Maurras serait-il darwinien ou non? Pas du tout. Pas du tout. Mais toute société, on peut avoir une vision organique de la société. Alors, vous avez ça chez Aristote et dans la pensée chrétienne. Hein. Et si Maurras a pu avoir des paroles, qu'on peut dire, contestables, ou même peut-être blasphématoires, c'est parce qu'il voyait dans l'Évangile, mal compris, un ferment révolutionnaire. Vous voyez, à la limite, si vous voulez, pour vous faire comprendre, Gaillot est tout à fait l'illustration de ce que vomit Maurras. Voilà. Autre question? Oui, pas plus tard qu'il y a 2 jours, sur Radio Courtoisie, il y a une personne qui a écrit un livre intéressant sur la nécessité de l'anarchie, qui est plein d'idées importantes et sérieuses, mais qui a ajouté que Maurras n'était pas valable pour le rétablissement de la France et la restauration de la monarchie, parce que ça n'est pas un auteur chrétien. Bon, alors ça c'est... Bon, alors d'abord, qui est-il pour juger au fort interne quelqu'un? Dans mon livre, enfin pas mon livre, dans le livre auquel j'ai contribué, ça pour l'article qui doit faire une 40aine de pages, un beau défenseur de la foi. Maurras a toujours prié au cours de sa vie. C'était peut-être un malcroyant. Qui est-il ce monsieur pour juger de l'orthodoxie ou de la foi? En plus, ça ne nous regarde pas. Hein. Pidis, à plusieurs reprises, a félicité Maurras pour le travail accompli. Hein. Ce n'est pas dans les mots qu'on juge les gens, c'est dans les faits. Et je vous dis ça d'autant plus librement que je ne suis pas maurassien. Autre question? Personne? Même dans son corps intérieur, c'est catholique ou pas? Comment? On ne juge pas son corps intérieur. J'ai pas entendu. On ne juge pas son corps interne. Oui. Et dans toute sa théorie de royauté, il ne défendait pas le roi catholique. Dans le sens de la tradition française, c'est le roi catholique. Mais je regrette, il ne le nie pas. Non, mais il ne le défendait pas. Bon, d'abord, c'est pas une raison pour rejeter Maurras. Deuxièmement, s'il n'a pas, disons, effectivement, la conception d'une monarchie sacrale, mais regardez sa critique féroce qu'il a pu faire de Chateaubriand. Chateaubriand, adversaire à un moment de Napoléon, défenseur de la monarchie légitime, mais c'est un libéral. Et Maurras montre très bien qu'il aime les rois que dans leur cercueil. Maurras, qu'est-ce qui l'intéresse? Dessiner un diagnostic. D'où on vient. Et comment retrouver notre grandeur. D'ailleurs, c'est le titre, la grandeur passée. Hein. C'est son grand thème. C'est pas parce que vous direz « Ah, je veux qu'il soit comme Robert Le Pieux, qu'il chante ou qu'il compose des hymnes à la Sainte Trinité toutes les semaines, que vous en ferez un roi chrétien. » C'est pas ça. Est-ce que vous comprenez ma réponse? Et vous voyez, c'est pas parce que c'est pas un théologien, il n'a jamais prétendu d'ailleurs, alors que
autour de l'Action française, il y a eu des théologiens de renom, qu'il doit être rejeté. C'est un critique littéraire, c'est un poète, c'est un penseur politique. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et je pense que même si vous avez une appréhension vis-à-vis de Maurras, vous aurez tout intérêt à relire au moins certains passages. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Autre question ? Mais j'ai l'impression que je vous ai assommé ce soir. Bon.